j'ai l'honneur, le très grand honneur, de présenter Antonio Güell, qui a accepté de présenter la deuxième conférence introductive de ces journées. Antonio Güell va prendre place au pupitre. Il est difficile de vous le présenter en 3 mots. Antonio Güell est médecin, il est neurologue. Nous l'avons connu en tant que neurologue au CHU de Toulouse. Mais c'est peu dire, c'est peu dire. Certes, il s'était spécialisé dans l'exploration de la circulation cérébrale. Mais surtout, c'est un homme passionné par les progrès technologiques. Il est de ceux qui ont très vite compris comment de tout petits pas pour l'homme représenteraient de grands pas pour l'humanité. Lui, il a compris, a su le traduire. Sa curiosité, ses compétences, son dynamisme l'ont conduit à participer aux projets de recherche spatiale toulousains, nationaux, européens et internationaux. Oui, il a cette dimension, même s'il est réservé. Il a dirigé des missions importantes au CNES et au MEDES. Il reste pour nous un lien précieux entre les équipes de spationautes et les équipes médicales du CHU. Il va présenter aujourd'hui son regard d'humaniste sur l'évolution des relations entre les technologies et l'humain dans cette conférence qu'il a intitulée « De l'Homo sapiens à l'Homo numericus ou aux zombies du numérique ». Merci Catherine. C'est un honneur pour moi d'être ici parmi vous. Parce que je crois que Jacques Lagary, quand j'étais un petit spermatozoïde, me faisait des cours et m'apprenait l'anatomie du système nerveux. Et je crois que tu es, avec Michel Gigot, un des rares qui m'a permis de faire de la neurologie. Bon, de la neurologie spéciale ou spatiale, j'en sais rien. Alors vous parlez de l'Homo sapiens, de l'Homo numericus, en fait de tout ce qui est numérique. Pour moi, est un grand effort. C'est un grand effort parce qu'il y a 45 ans, quand j'étais en première année de médecine, j'ai été leader d'un groupe de 600 étudiants qui, à l'énoncé de l'examen d'informatique médicale, du premier examen d'informatique médicale fait à l'université Paul Sabatier, à la faculté de médecine de Rangueil, dont le sujet nous avait été donné par feu Pierre Fernet, eh bien, j'ai sollicité tous mes camarades de l'amphithéâtre à se lever et à partir. À partir parce qu'on faisait de l'informatique médicale et on nous a donné un sujet qui consistait à aligner tous les feux rouges de la place Saint-Michel à Jules Julien pour qu'une voiture puisse les prendre à 60 à l'heure et les prendre vert. Donc, on a jugé et tous mes camarades, mes 599 camarades, ont été d'accord avec moi et nous avons quitté la salle. Le doyen nous convoquant quelques jours après pour un nouveau examen d'informatique médicale qui consistait à faire des moyennes, des écarts-types, des variances, des covariances, etc. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous donner mon point de vue, après avoir travaillé 15 ans au CHU et 35 ans au CNES, de ce que l'informatique ou de ce que la technologie numérique peut faire dans le domaine essentiellement de la santé. Alors ici, vous avez 3 images qui représentent bien ce qu'est l'informatique aujourd'hui. Hier, donc c'était des dessins sur des murs, dans des grottes. Aujourd'hui, au Palais de l'Élysée, que l'on soit de droite ou de gauche, on est obsédé par le téléphone portable. Et demain, je ne sais pas ce qui se passera, mais il faut y réfléchir et il faut mettre des garde-fous dès à présent, à mon avis. L'évolution de l'informatique, elle est claire sur cette image. En 1964, c'était dans les locaux du château de Pinsaguel, où il y avait la première machine qui faisait les fiches de paix de la région Midi-Pyrénées, enfin ça ne s'appelait pas région Midi-Pyrénées, de la préfecture et des hôpitaux. Donc c'était un bout de machine, parce que la machine qui était là-bas mesurait près de 70 mètres de long. L'image du milieu représente le premier ordinateur qu'on a acheté chez le professeur André Besse en 1974 ou 75, rendant jaloux notre collègue et maître Yves Lazorte de ce type d'ordinateur. Il en a acheté 2, comme ça il pouvait dire qu'il en avait un de plus qu'André Besse.
Et puis aujourd'hui, ben, le même ordinateur, il est matérialisé par cette petite puce que vous voyez là. Donc les progrès sont d'une vitesse extraordinaire. Certains sont nostalgiques de l'informatique de l'époque. Hein. Vous voyez cette photographie qui considère les appareils photo numériques comme quand ils parlent entre eux et qui voient des bandazas, des pellicules, disent ce sont nos ancêtres. Et la photographie, également l'image de droite, est très nostalgique. Alors je crois qu'au niveau du domaine de la communication, il y a eu 3 grandes révolutions. La première, c'était dans l'Antiquité, c'est l'écriture. Hein, l'écriture qui a permis la transformation du matériau sonore en une suite visuelle. Hein, et ce qui a permis en fait d'être la servante de la conscience humaine. Ensuite, la deuxième grande révolution du domaine de la communication, c'était quelques siècles après, quelques dizaines de siècles après, au Moyen-Âge, avec l'impression qui a permis, grâce à l'imprimerie, la production non pas d'homme à homme, mais entre un homme ou un groupe d'hommes et des milliers de personnes, grâce à un support matériel. Hein. Cette technique de reproduction des livres va profondément, bien sûr, modifier leur diffusion, démocratiser l'action du savoir, etc. Et puis aujourd'hui, au XXe siècle, on a une nouvelle forme d'écriture, le numérique, caractérisé par la circulation de l'information et son écriture originale, puisqu'elle est basée uniquement sur 2 signes, le 0 et le 1. Hein, alors qu'auparavant, on avait plusieurs types de signes. Le dénominateur commun entre ces 3 périodes, c'est que l'on avait une capacité de recevoir, on a également une capacité d'émettre, on a une capacité d'intégrer et on a une capacité de stocker. Et ceci, que ce soit au niveau du cerveau humain ou que ce soit au niveau de la machine, caractérisé simplement par des 0, des 1 et une suite successive et interminable de 0 et de 1. Alors le contexte sociétal qui a permis au numérique de se développer à une vitesse grand V, c'est premièrement la croissance de la population. Hein, vous voyez cette courbe du haut qui montre la croissance de la population et surtout l'extrapolation à 10 milliards d'individus vers les années 2050 à peu près. C'est la croissance des besoins avec 2 exemples typiques qui sont la quantité de tonnes équivalent pétrole entre les années 1970 et les années 2050. Et en rouge, la courbe de droite, le nombre de téléphones portables par rapport à la population. Croissance de la population, croissance des besoins, eh bien, il va y avoir également croissance des nuisances, que ce soit au niveau des nuisances sonores, que ce soit au niveau de la qualité de l'air, que ce soit au niveau d'un environnement domestique qui est de plus en plus pollué. Mais surtout, concernant le numérique, aujourd'hui, on ne sait pas quelles sont les conséquences de l'utilisation à outrance du numérique. Et je vous donnerai 1 ou 2 pistes au cours de cet exposé concernant les nouvelles pathologies qui apparaissent et qui sont strictement liées au numérique, c'est les pathologies dites addictives. Alors la conséquence générale de ces évolutions, c'est le besoin d'améliorer la qualité de la vie grâce à l'innovation, qui est très bien représentée par nos chers oiseaux qui ont toujours autant d'humour. Donc, tu as vu la magnifique femme qui regarde un film sur son ordinateur, elle a aussi un portable sur les genoux, tu penses qu'elle s'amuse en travaillant ou qu'elle travaille en s'amusant, elle ne s'amuse pas assez pour travailler sérieusement. Donc, voyez, aujourd'hui, les nouvelles technologies, on les a partout. Alors, cette évolution, cette rapidité dans l'apparition d'instruments ou d'approches de plus en plus performantes sont liées à ce qu'on appelle la loi de Moore. La loi de Moore, Moore est un professeur californien, donc je pense que vous le connaissez, qui a été le fondateur de la société Intel, et qui a dit à partir des années 1970, 1965, 1970, que la performance de tout transistor
où tout élément électronique était multiplié par 2, son volume diminué par 2 et son coût diminué également par 2. Et ça, on l'a vu et on continue à le voir depuis les années 1970. Il suffit de se référer à une des images que j'ai montrées tout à l'heure et qui mettait en évidence un ordinateur des années 60 par rapport à la petite clé USB qui est capable de faire beaucoup de choses. Les années 60 et avant, donc on voit sur cette image qui est très, très réelle à mon avis, hein, à gauche, c'est quelque chose de très moderne. Comment marche cet ordinateur? En fait, c'est un livre, lui répond le professeur. Et à droite également, cet iPad, il fonctionne comment? Et en fait, le professeur lui répond avec des craies. Donc, aujourd'hui, hein, on vit dans un monde hyper connecté, preuve en est, les oiseaux toujours. Hein. Certains ont le Wi-Fi, d'autres n'ont pas le Wi-Fi. Et puis, dans certains pays, on a, ou dans certaines régions en France, on a des instruments qui sont hyper connectés aussi. La preuve en est cette dame qui est assise sur ce banc et qui lui dit « Madame, vous avez grossi », la poubelle répondant « Il faudra aussi surveiller votre cholestérol, madame. » Ou monsieur. Hein. À l'école primaire, on est confronté, les maîtres, les maîtresses, les professeurs sont confrontés à ce type de situation, maîtresse et maîtresse. Wikipédia a dit que non. Hein. Et donc les élèves sont de plus en plus branchés. Aussi, la devise qui a été écrite par l'École Polytechnique à Paris, à Palaiseau, c'est copier-coller, c'est zéro. Hein, c'est le plagiat. Donc, il y a quand même aujourd'hui, une des conséquences néfastes du numérique, c'est que les gens sont capables de faire des écrits avec du copier-coller. Et quand on regarde bien l'écrit, il n'y a ni introduction, ni conclusion, ni fil conducteur. Ce n'est qu'une succession de phrases prises à droite et à gauche. Au restaurant, bien entendu, tout le monde a son portable. Et la dernière des dernières, c'est cette puce. Hein, c'est une donnée qui date du mois d'août de cette année. Ce sont des puces qui sont introduites entre le pouce et l'index, hein, qui permettent d'ouvrir. Alors c'est un directeur d'une entreprise US qui se trouve dans le Missouri qui a proposé ça à ses employés. 80% de ses employés ont répondu favorablement et ils se sont fait mettre cette petite puce entre le pouce et l'index qui permet d'ouvrir les portes, qui permet de payer la cantine, qui permet d'utiliser la photocopieuse, qui permet de déverrouiller le PC. Donc attention à voir où vont les technologies et à ne pas réaliser que l'on ne peut plus faire marche arrière. Là, c'est un garde-fou qu'il faut toujours avoir en mémoire. Alors chez nous, chez les médecins, on se retrouve confronté, moi je le vois puisque j'ai le privilège de pouvoir faire des consultations dans le domaine social, près de 3 jours par semaine. J'ai bien souvent des patients qui viennent et qui me disent « Mais bon, votre diagnostic n'est pas bon, l'ordinateur a dit que, Google a dit que, il faut que vous fassiez ça ». Bon, ça c'est assez désagréable et pour faire comprendre aux patients qu'il n'y a pas que Google et que le rôle du médecin est quand même beaucoup plus important. Il y a la situation inverse aussi, c'est le médecin qui n'est pas bien formé, qui ne connaît pas bien ses thérapeutiques, etc., qui va dire au patient, attendez, je consulte Wikipédia ou je consulte tel ou tel site, qui n'est pas le Vidal ou qui n'est pas un cours de pharmacologie ou un cours de médecine, je consulte tel ou tel site et je vous donnerai le diagnostic après. Ceci est une triste réalité. Il faut savoir qu'en France, nous avons à peu près entre 8 et 10 millions d'hypocondriaques, ce qui est énorme. Et certes, à l'époque, il y avait le malade imaginaire, mais aujourd'hui, à côté du malade imaginaire, il y a plus d'une dizaine de sites qui sont consultables en France pour nous diagnostiquer tel ou tel type de pathologie, pour nous mettre en place tel ou tel type de traitement, ce qui n'est pas très réjouissant. On va passer maintenant à une évolution qui
qui touche également le système de santé, qui est celui de la robotisation. Bon, l'ancien robot, un des plus anciens qui est sorti sur le marché, c'est le fameux Roomba, hein, qui permettait de nettoyer l'appartement. Il a été suivi par un robot qui était très simple à utiliser, c'était dans les années 90 à peu près, qui est le robot Herbe, qui permettait de transporter et d'ouvrir des produits dangereux. Le robot Hector, qui était un robot interactif, qui permettait de faire de l'éducation thérapeutique, et en particulier dans un domaine de la maladie chronique, qui était le diabète. Il a été commercialisé aux États-Unis et il est toujours d'actualité. Il a été amélioré par rapport à sa sortie. Ensuite, ça ne veut plus passer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Suivant. Le robot Cody, qui est un robot accompagnateur, sur une simple action d'accompagnement et pas d'autre chose. Le robot Alpha 1S, qui est également un produit qui est à la disposition des Japonais pour accompagner les personnes âgées. Et puis, chacun peut avoir au Japon, moyennant 25 000 €, peut avoir son propre robot twin, jumeau. Hein, donc, si vous avez envie de vous dédoubler, vous faites construire ce robot et vous l'avez à votre disposition, ce qui pose un certain nombre de problèmes psychologiques aux détenteurs de ce type d'approche. Cet outil, ce petit animal, cette petite otarie, est donné systématiquement en tant qu'animal de compagnie aux patients atteints de maladie d'Alzheimer et améliore beaucoup l'humeur et, je dirais même, enfin ce que disent les écrits, les articles publiés autour de cette approche-là, la symptomatologie avec certains processus de mémoire qui reviennent. Alors, les deux derniers robots que j'ai trouvés, c'est le fameux robot Pepper, qui est un robot qui a été développé par l'INRIA, mais qui a été commercialisé par la SoftBank au Japon, vu que personne ne s'intéressait à cette approche-là en France. Et c'est un robot qui a la particularité d'identifier un certain nombre d'émotions, que sont la joie, la tristesse, la colère, la surprise, avec des réponses adaptées. Hein. Alors, deux types d'exemples de réponses. L'accueil des clients chez le voituriste Renault au Japon, et il peut conduire des funérailles selon le rite bouddhiste, par exemple, au Japon. Hein, et ça a un succès énorme. Et puis le robot Atlas, développé par Boston Dynamics aux US, qui est un robot, on va dire, tout-terrain, une espèce de Schwarzenegger, qui est capable de porter des poids, qui est capable de franchir des zones les plus escarpées possibles, et qui aide beaucoup qui a été commandé en près de 1000 exemplaires, et qui aide beaucoup les équipes de secours dans les crises humanitaires. Donc, ce sont tous des robots dits humanoïdes de nouvelle génération. Maintenant, on va passer à un autre sujet qui est la conséquence ou une conséquence logique de tout ce qui est numérique, qui sont les fameux clouds, les nuages. Alors les nuages, ça a commencé par le programme PRISM aux États-Unis. Je rappelle que c'est un programme qui a démarré en 2007, officiellement. Officieusement, il a démarré au mois de février 2002, hein, à la suite de l'attaque des tours jumelles. Et c'est un programme qui s'intéresse au recueil de données, à l'écoute, au recueil et à la synthèse des données de tous les gens étrangers qui ont transité ou qui vont transiter par les États-Unis, de façon à en recouper et éventuellement trouver des pistes de terrorisme. Un autre programme également qui est basé sur la collecte des données des uns et des autres et qui permet aux Américains d'avoir toutes les données commerciales les intéressant à titre personnel, c'est le programme Verizon. Bien entendu, les big data, les données, les grands nombres de données sont aujourd'hui quelque chose
qui commence à se négocier malheureusement, surtout quand ça concerne des données personnelles. Tout ceci est bien décrit dans le livre cité ici, qui est le Big Data, La révolution des données est en marche, et qui est publié chez Robert Laffont. En France, nous avons un type de données qui concerne les données de santé publique. Les données de santé publique, aujourd'hui, elles sont hébergées par des centres agréés. Il y en a plusieurs. Il y a des centres privés, comme Berger-Levrault. Il y a des centres publics, comme le MIPI à Toulouse, le Midi Picardie Informatique Hospitalière, et qui permettent d'optimiser et avoir une efficience des prescriptions électroniques, qui permettent également l'optimisation de la prévention avec cela concerne les programmes de vaccination. Par exemple, l'étude de près de 17 millions de personnes vaccinées contre la fièvre jaune de par le monde. 17 millions de personnes ne vivant pas dans les pays à risque. Je parle de voyageurs allant dans les pays à risque. A permis au bout de 20 ans de changer la réglementation. Et aujourd'hui, quand on va aller dans un pays à risque, une seule vaccination suffit pour la vie, alors qu'avant, il fallait faire un rappel tous les 10 ans. Donc, l'analyse de ces big data a permis de faire avancer et de diminuer le nombre de vaccinations. Dépistage des complications du diabète, c'est un programme qui a été mis en place par la région Midi-Pyrénées il y a une dizaine d'années et par le CNES, qui consiste à aller dans les zones isolées, dans les zones rurales des départements de Midi-Pyrénées et de faire dans ce petit camion, de faire faire par une infirmière dans ce petit camion, uniquement chez des diabétiques connus, leur faire un fond d'œil, leur faire un Doppler vasculaire, leur faire une analyse de la fonction rénale et néphrologique et leur faire un bilan neurologique au niveau neuropathique et donc ainsi de dépister les complications du diabète. Alors on s'est rendu compte aujourd'hui avec une cohorte de près de 8000 patients, ce qui est énorme, et près de 32 000 examens, que 25% de ces gens-là, s'ils n'avaient pas été dépistés d'une manière à domicile, en fait, puisqu'on va dans les villages, ces gens-là auraient eu une complication à type de cécité, à type d'infarctus du myocarde ou d'artérite, et à type de neuropathie avec plaie des pieds, etc. Donc, ce sont des programmes qui utilisent le numérique, qui sont extrêmement efficaces. Analyse des données également au niveau des big data. Il y a une société de télécom US qui, tout simplement, en analysant les conversations téléphoniques entre les individus, permet de localiser en temps réel les zones où apparaît la grippe. Et ça en 48 heures, alors que les données MS le font, à peu près l'OMS le fait en 3 semaines, 1 mois. Nous avons développé au CNES, et nous avons déposé un brevet dans ce sens-là, le concept de téléépidémiologie. La téléépidémiologie est une approche faite par le CNES, Météo France et l'Université Paul Sabatier, qui consiste, à partir des millions et des millions et des millions de données satellitaires obtenues à partir des satellites d'observation de la Terre, d'obtenir des cartes à risque de maladies infectieuses vectorisées par les moustiques. À titre d'exemple, le paludisme, la dengue, la fièvre de la vallée du Rift, ce qui a permis de créer 2 start-up, hélas pas à Toulouse, une à Lyon et une à Lille, qui aujourd'hui commercialisent ce type de cartes à la demande des ministères de la Santé et des ministères de l'Agriculture de la plupart des pays africains et de la plupart des pays d'Amérique du Sud et d'Asie. Donc vous voyez que ces analyses de données, ces big data, sont des choses extrêmement importantes. Également, les modèles prédictifs des systèmes de santé anglo-saxons, et avec un intérêt majeur pour la cancérologie, qui permettent de définir des scores de risque de survenue de tel ou tel type de pathologie à partir de milliers et de milliers de données, des actions pour retarder ou éviter la survenue de la dite pathologie et qui permettent également l'organisation des soins et des services en favorisant quelque chose qui est de plus en plus intéressant pour les patients, qui est l'éducation thérapeutique de tel ou tel type de maladie chronique. Alors la présence de grandes quantités de données affectera tout, l'économie, les gouvernements,
la science, la médecine et surtout notre façon de penser. La causalité, telle qu'on la connaît aujourd'hui, laissera la place donc à la corrélation. Alors, avec cette introduction des nouvelles technologies et du numérique dans la vie de tous les jours, eh bien, on a de nouvelles pathologies qui apparaissent. Plusieurs noms ont été donnés aux États-Unis. Il y a l'Internet Addiction Disorder, il y a la problématique of pathological Internet use, il y a l'Internet Technology Smartphone Addiction or Nomophobia, et maintenant l'Internet Gaming Disorder. Alors pourquoi cette addiction numérique, on la retrouve partout dans la vie de tous les jours, dans les toilettes. Les gens s'enferment pour aller téléphoner bien souvent et pour un simple besoin physiologique, ils y passent une heure. Au restaurant, on ne parle plus, ou on se parle par smartphone interposé. Même les petits animaux, tels que les chats, nos animaux domestiques, s'intéressent bien souvent au numérique. Alors, comment on peut définir l'addiction ? L'addiction, c'est quel que soit le type d'addiction, c'est une répétition d'actions qui provoque du plaisir ou du soulagement, avec un objet matériel. Ici, ce sera un smartphone, ce sera un ordinateur, ce sera une tablette, donc ça associe un objet matériel ou une situation associée à des phénomènes répétitifs. Il y a une perte de contrôle sur le comportement de l'individu et il y a des besoins impressibles d'effectuer les comportements avec une souffrance morale. Donc voilà l'addiction. Le terme de cyberdépendance peut se définir comme les addictions à l'univers numérique. Le portrait du cyberdépendant figure dans le carré de droite. C'est 38% de réseaux sociaux, 80% s'intéressent à des jeux vidéo, 37% font des blogs. L'âge moyen, c'est à peu près 30 ans, 28% ont un emploi, 25% sont des étudiants, près de 30% ce sont des couples, à 77% des cas sans enfants. Concernant les jeunes, 46%, 1 sur 2 vivent chez leurs parents et ces gens-là ont un revenu moyen à 20 000 $ par an. Donc voilà la cyberdépendance qui est une triste réalité. 98% des lycéens et français ont un compte Facebook. Ce qui est terrible, c'est que 75% des 14 à 20 ans dorment avec leur téléphone sous leur oreiller ou sur leur table de chevet. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à répondre à toute sollicitation, quel que soit le moment de la journée et surtout de la nuit. Les jeunes, force est de constater, passent de plus en plus de temps aux loisirs numériques. Alors, ces loisirs, c'est des jeux en ligne, c'est de la recherche d'informations. Alors là, c'est peut-être un peu plus noble puisqu'ils vont essayer de faire de la bibliographie. À l'époque, on allait là derrière à la bibliothèque de Toulouse. Maintenant, on reste à la maison. Il y a des réseaux sociaux, il y a des paris, des achats, et il y a tout ce qui concerne le sexe virtuel. Les signes à surveiller chez un jeune sont l'augmentation des durées de connexion, l'apaisement pendant ce type d'activité. Le jeune ou la personne âgée, la personne normale se sent tout à fait apaisée. Il y a des symptômes de manque. Quand au bout de 2 heures, il n'a pas surfé ou la personne n'est pas allée sur son ordinateur, cette personne devient irritable, avec des conflits qui apparaissent, avec un arrêt des autres activités ou des activités dites classiques. Il y a une difficulté à réduire le temps de connexion et des difficultés à arrêter les sessions. Ils ne savent pas s'arrêter, ils sont capables de se coucher à 6 heures du matin pour se lever à 6h30. Les symptômes de ce type d'addiction, c'est bien entendu, pour nous neurologues, et le syndrome du canal carpien, la personne avec sa souris. C'est la sécheresse des yeux, ça on n'y pense pas, avec des lésions qui peuvent apparaître auprès de la cornée, au niveau de la cornée. Ce sont des céphalées chroniques, pas des migraines, ce sont des céphalées chroniques. C'est de l'insomnie, c'est de l'isolement, du désintérêt par rapport à la vie familiale, de la dépression, de la culpabilité, de la dégradation de l'hygiène et de la mauvaise alimentation. Ça s'assimile bien à tout phénomène addictif, quel qu'il soit.
Alors, le traitement de ces phénomènes addictifs, c'est essayer de mettre en place une autorégulation de l'individu, lui apprendre à travailler sur Internet, lui apprendre à utiliser d'une manière rationnelle et efficace le numérique et pas n'importe comment, à lui proposer d'autres activités que le numérique, voir qu'il ait un suivi psychologique, voire psychiatrique, avec des approches cognitivo-comportementales et éventuellement introduire de la pharmacologie si nécessaire. La prévention, bien entendu, et ce sont des phénomènes qui sont décrits et qui représentent à peu près 20% des consultants, des jeunes consultants aux États-Unis, chez les psychologues et les psychiatres. Donc la prévention de ces phénomènes addictifs, comme tout phénomène addictif, c'est la sensibilisation au danger, c'est l'introduction à domicile de logiciels de contrôle parental pour les jeunes, c'est leur réapprendre à parler, à communiquer, ce qui est apparemment très difficile, et surtout une surveillance des contenus. Alors deviendons-nous des zombies du numérique? La vie moderne fait qu'au travail, on utilise le numérique, à la maison, on utilise le numérique pour faire ses courses. Pour se distraire, on ne regarde pas un Louis de Funès ou un Jean Gabin, mais on utilise du numérique, on va sur la toile, et la nuit, on rêve du numérique. Alors, prudence avec le numérique, mais comment peut-on être prudent dans un contexte de temps de 2 ans, comme le rappelle la loi de Moore? Quelques exemples, le terrorisme et le numérique, les sites de rencontres, beaucoup de cœurs brisés, la fameuse Western Union Bank qui permet des transferts dans des pays très exotiques avec des montants aussi exotiques et des donneurs d'ordre encore plus exotiques, et puis tout ce que l'on peut faire en termes de video games avec la violence plus. Alors, pour résumer d'une manière un peu humoristique, on rencontre sa femme sur Métic, on la trompe sur Badoo, on annonce le divorce sur Facebook, on vend la maison sur Le Bon Coin. Alors, on peut dire, est-ce la génération Internet? Je crois que c'est exagéré, mais il faut faire attention. En conclusion, je dirais que nos 100 milliards de neurones, qui n'ont pratiquement pas beaucoup changé depuis des millions et des millions d'années, ne peuvent plus rivaliser quand il s'agit de logique analytique et de mégadonnées, ça c'est clair. Quand on visite le data center de données de santé, puisque bon, j'ai le privilège d'avoir remplacé Pierre Fernet comme médecin hébergeur au MIPI, on est étonné du nombre de données qui transitent dans ce data center. Je ne parle que de données de santé, bien entendu. C'est incommensurable. Alors, bien que les mutations du numérique se succèdent, je crois que le logiciel d'Homo Digitalus, c'est-à-dire notre génome, on en a parlé tout à l'heure à 2 ou 3 reprises, est toujours le même depuis des milliers et des milliers d'années. On aurait tendance à dire que l'innovation la plus innovante reste donc, bien sûr, l'individu. Soyons optimistes, il y a fort à parier que l'imagination et la créativité feront la différence entre la machine et l'humain pour encore quelque temps. Donc j'ai fini, merci de votre attention. Et à droite, c'est les hôtesses des prochaines conférences dans 2 ou 3 ans, qui en fait sont des robots et qui sont opérationnels. Vous voyez la figure de cette hôtesse au Japon. Voilà, merci de votre attention. Je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais oui pour le numérique, mettons des garde-fous, ne faisons pas n'importe quoi, et surtout, n'écoutons pas les marchands de numérique qui bien souvent s'assimilent à des marchands de rêve. Voilà, ne bougez pas, Antonio. Les questions vont pleuvoir sûrement. Nous avons le temps. Nous attendons de toute façon, après une autre conférencière qui a la délicatesse de nous laisser du temps, elle aussi, pour quelques questions. Des réactions, des questions, en voilà une. Pierrette.
Oui, alors une juriste, donc on peut se demander ce que ça vient faire avec le numérique et la médecine, mais pourtant si. J'assistais la semaine dernière à un colloque à l'Université d'été des avocats et on nous a parlé d'un fort avancé projet qui consistera, le temps que tout soit au point à cause de l'anonymat, d'un rassemblement en big data de toutes les décisions judiciaires qui se feraient en France et en Navarre. Ce qui amènerait à pouvoir, quand on cherche une décision sur une partie juridique, à ce qu'on ait évidemment le déroulé de toutes les jurisprudences. Alors ça peut être intéressant, ça existe déjà en partie, puisqu'on peut déjà chercher des arrêts de cours de cassation, etc. Mais ça montre quand même là aussi que moi ce qui me paraît important dans le droit, en tout cas pour les praticiens et surtout les magistrats qui rendent les décisions et même les avocats qui participent à essayer de leur faire rendre des décisions avec des intérêts spécifiques ou des évolutions jurisprudentielles, on va se retrouver avec une espèce d'uniformisation, parce que la commodité pour un avocat, ça va être d'avoir telle partie, mais l'autre aura la même provenance de jurisprudence. Donc en fait, où va-t-on trouver quelque chose d'innovateur là-dedans, justement? Et pour les magistrats aussi, moi je me dis que les magistrats qui sont déjà complètement noyés et débordés, s'ils ont des décisions qui ont été rendues à droite et à gauche, ils vont prendre les mêmes solutions, essayer d'adapter à ce qui est donné. En tout cas, c'est un risque, mais ça va marcher, ça va se mettre en place. Ce big data jurisprudentiel est en train de sortir de tout ce qui est en place au niveau du ministère de la Justice. On a déjà d'ailleurs des branchements avec ce qu'on appelle les réseaux privés virtuels d'avocats, c'est-à-dire que tous les actes de procédure, avant, on les faisait papier, entre guillemets, au greffe, entre guillemets, et surtout, on avait des rencontres avec les magistrats, on allait à ce qu'on appelait la mise en état, on pouvait discuter des dossiers, il y avait une humanisation, maintenant c'est fini, tout se fait par Internet. Alors, je veux bien croire que ça a un intérêt, je ne suis pas là pour dire restons-en à la plume, mais cette partie d'humanisation qui se perd, elle n'est pas que dans la médecine, elle n'est pas que dans la société, elle est aussi dans notre droit quotidien et dans ce qui est quelque chose qui touche beaucoup à l'humain, c'est-à-dire les tribunaux, surtout quand on est un justiciable et qu'on est confronté à cette situation. Voilà. Une réponse? Une réponse, je crois qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde avec un peu de décalage temporel entre le juridique et le médical. C'est clair. On le voit aujourd'hui avec la réticence de certains médecins à la télémédecine, par exemple, ou à l'utilisation du numérique. Il a fallu se battre pour informatiser les cabinets médicaux. Tout n'est pas parfait. On a un truc, moi j'appelle ça un truc parce que c'est un rêve, le fameux dossier médical partagé. On en parle depuis 30 ans et on en parlera encore pendant 50 ans, si ce n'est pas plus. Mais on y arrive, vitesse et précipitation sont mère de déboires et de désillusions. Donc, dans le domaine du numérique, il faut temporiser. Monsieur Bapt. Oui, merci. Gérard Bapt. J'avais levé le doigt pour donner une prolongation à votre question, madame, sur le terme juridique, sur le terme médical, bien sûr. J'ai participé il y a quelques mois à un voyage d'études à Boston sur les questions notamment d'e-santé. Et on avait eu le privilège d'assister à une démonstration qui n'était pas encore publique même, d'un robot conçu par IBM qui s'appelle Watson, du nom du fondateur d'IBM. Avec un big data, une analyse de données qui permettait au jour le jour d'intégrer dans non seulement les données, mais aussi l'analyse faite de ces données par ce robot, de l'ensemble des publications scientifiques mondiales, au jour le jour, et qui, sur des cas particuliers que fournit le médecin au robot, de guider vers à la fois le diagnostic et la thérapeutique, en laissant, paraît-il, par égard pour le médecin, malgré tout, quelques alternatives thérapeutiques. Mais on se dit que, sur ce pied-là,
le médecin sera de même purement soit un technicien, soit bien entendu celui qui, la grandeur du généraliste, pourra conserver un petit peu d'humain dans sa pratique. Et comme vous n'avez pas parlé de cette affaire, il paraît qu'une autre boîte a sorti un autre robot du même type que Watson, et Watson est déjà utilisé par plusieurs grands centres hospitaliers d'excellence américains. Je rajouterai que Watson est utilisé par 2 ou 3 grands laboratoires français pour analyser les big data et déterminer leur programme stratégique à moyen et long terme, en termes de développement de nouveaux produits. Oui, bonsoir, Jean-Pierre Crémaux, correspondant pour le monde des Amis du monde diplomatique à Toulouse. Et une question liée aussi aux technologies numériques, mais pas directement, c'est tous les problèmes liés à l'électrosensibilité, dont on parle beaucoup, mais où il y a beaucoup de non-dits sur la question aussi. Donc je ne sais pas si vous avez un avis ou si vous avez des informations là-dessus. Voilà. Sur l'électrosensibilité, tout ce qui touche les radiofréquences et la sensibilité que certaines personnes semblent exprimer en milieu électromagnétique et en milieu d'ondes importantes, et en particulier l'usage des portables à proximité, soit du cerveau, soit de certains organes physiologiques. Voilà. Personnellement, la seule expérience que j'ai dans ce domaine, c'est d'avoir participé au test d'un certain nombre de téléphones au début du téléphone portable. Je dis bien au début du téléphone portable, il y a une quinzaine d'années, il y a une vingtaine d'années, dans les chambres magnétiques du CNES, pour voir s'il y avait des fréquences plus importantes ou moins importantes que d'autres fréquences, mais sans études sur l'être humain. Hein. Bon, à titre personnel, je ne sais pas, je demande à voir. Moi, je suis un peu comme Saint Thomas, hein, malheureusement. Je demande qu'on m'amène des preuves. Mais je n'ai pas d'expérience personnelle. Hein. Peut-être que M. Batt, il a dû y avoir à une époque, il me semble qu'il y a eu à l'Assemblée, il y a quelques années, un groupe de travail qui s'était penché sur un groupe mixte entre le Sénat et l'Assemblée des députés sur ce thème-là. Je ne sais pas si vous y avez participé ou certains de vos collègues y avaient participé. Je sais que le CNES avait été sollicité, on avait dit que ce n'était pas de notre ressort, et la main avait été prise par Orange ou Bouygues, ou je ne sais pas trop qui. Non, je ne peux pas vous répondre. Des choses technologiques, oui. Oui. Oui, il me semble que c'est par le biais de ce groupe mixte que ce travail a été fait. Oui. Oui, juste Bernard Bertschy, je suis philosophe et je viens de Suisse. C'est important, je dis ça parce qu'il y a une étude en Suisse qui a été menée sur l'électrosensibilité, sur un cas assez particulier, c'est les gens qui disent qu'ils ne peuvent plus dormir à cause des antennes qui se trouvent près de chez eux. Donc ils ont fait un test en les mettant dans une salle, en faisant passer des champs magnétiques ou non, et puis les personnes devaient dire si elles se sentaient bien ou pas bien. Les résultats ne sont pas très bons parce que c'est indiscernable du hasard. C'est-à-dire que manifestement, pour cette étude-là, pour ces gens-là en question, c'était probablement plus de l'effet nocebo qu'un effet réel, mais bon, c'est une étude et il peut en faire beaucoup d'autres. J'avais juste une autre question, ou plutôt un autre commentaire. On tombe assez facilement d'accord qu'il y a une nécessité de réguler ces nouvelles technologies, mais quand on se demande mais comment les réguler, dans quelle direction, ça devient nettement plus compliqué. Et je pense qu'il y a un exemple historique qui peut être assez intéressant. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, il y avait un dénommé Platon qui a écrit qui pensait qu'il fallait supprimer, il fallait interdire l'écrit. Il l'a écrit d'ailleurs, mais enfin, il fallait interdire l'écrit parce que c'était au détriment de l'oral et de toute la culture orale grecque. Et c'est vrai que l'écrit a profondément modifié même la structure du cerveau humain. Et je pense qu'on assiste, avec l'imprimerie, c'est probablement produit encore un peu la même chose, et je pense qu'on assiste un peu, notamment à quelque chose d'identique avec le big data, tout l'usage de l'informatique, au point où je pense la difficulté, sauf dans des cas bien particuliers évidemment, mais la difficulté de réguler, c'est qu'on n'a pas véritablement de critères ou de normes pour réguler parce qu'on ne sait pas où ça va nous mener. C'est vrai que, par exemple, pour les diagnostics, les robots sont meilleurs que nous pour faire des diagnostics médicaux, enfin, en tout cas, certains types de diagnostics. Bientôt, les robots vont conduire des voitures. Dans des voitures autonomes, c'est
voiture, le robot de la voiture qui va devoir décider si, dans des cas d'urgence, on va à droite quitte à tuer un piéton, ou si on crache le camion qui se trouve en face, au détriment des propres personnes qui se trouveront dans la voiture. Donc, on est vraiment dans un monde complètement nouveau. Et personnellement, et bien sûr, on est d'accord, il y a des nouvelles pathologies qui se développent, il y a énormément de choses, mais en fond, la balance risque-bénéfice était extrêmement difficile à faire, me semble-t-il. Donc, plutôt sur les big data, je voudrais revenir. Nous recevons maintenant des publications d'études qui révèlent qu'il y a 150 000 personnes qui ont été étudiées pendant 25 ans. Et c'est sûr que le chiffre est écrasant par rapport à une étude où il y aurait une centaine de personnes. Et je dirais l'effet d'écrasement de ce chiffre nous fait peut-être oublier la qualité des questions posées et la pertinence de ces questions. C'est le premier point. Deuxième chose, toujours autour du nombre des données analysées, il y a de temps à autre, il y a eu à un moment des concours qui étaient basés sur le fait que le ou les gagnants étaient ceux qui donnaient la réponse donnée par le plus grand nombre des répondeurs. Ce qui ne préjuge pas de la qualité de la réponse, en tout cas de son exactitude. Et on voit effectivement des questionnaires médicaux, c'est qu'est-ce que vous faites dans telle situation? Ce qui ne veut pas dire qu'on fait bien ou pas bien. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on fait. Et on reçoit les résultats de ces enquêtes. Voilà, une majorité fait ça dans telle situation. Alors, est-ce que l'effet du big data et l'écrasement par le nombre n'est pas en train de déplacer la question de l'exactitude vers celle du plus grand nombre? Moi je vous réponds en tant que médecin et maintenant en tant que médecin praticien. Je crois que dans le métier d'un médecin, il y aura toujours, et je crois qu'on ne s'en séparera pas, trois approches qui sont l'inspection, qui sont l'écoute et qui sont la palpation. Je crois que si on est un bon médecin, avec ces trois approches-là, qui ont été décrites depuis la nuit des temps, on arrive à faire pas mal de diagnostics. Se baser sur 100 individus, 1000 individus, 10 millions d'individus, bien souvent, à 150 ou 200 individus, les tendances sont les mêmes qu'avec 10 millions d'individus. Je citais tout à l'heure un programme qui s'appelait le programme DIAPSAT, qui est un programme de détection des conséquences des complications du diabète, au niveau œil, cœur, cerveau et rein. Eh bien, quand on avait atteint quand la cohorte était de 1500 individus, on avait des statistiques qui étaient X, Y et Z. Aujourd'hui, on est à près de 8000 individus pour 20 000 examens. Les tendances sont exactement les mêmes. C'est comme le soir des élections, quand les instituts de sondage ne se trompent pas trop, ce qui arrive assez peu fréquemment. À 20h, on arrive à peu près au même résultat que l'on voit à 23h. Donc la loi des grands nombres, je crois qu'elle est surtout, ces séries statistiques, elles sont surtout, j'aurais tendance à dire, et malheureusement, utilisées pour faire du e-commerce et de la stratégie dans les grandes boîtes où on développe des produits dits sociétaux pour le commun des mortels. Mais dans le domaine médical, on reste très prudent. Certes, on n'en est pas, quand j'étais en première ou deuxième année de médecine, où nous, médecins, on avait l'habitude de faire des statistiques à propos de n égale 2. Donc il y avait un cas qui était positif et un cas qui était négatif. Et on publiait. Donc maintenant, ça a changé quand même. Bien, une dernière question, peut-être la dernière, c'est Christian Tanier. Oui, pour avoir votre avis sur une réflexion, c'est la confusion qui
qui s'établit, il me semble, actuellement, moi, au niveau du grand public, entre la médecine personnalisée et la médecine à la personne, de la personne. La médecine personnalisée qui se base sur les big data, précisément, et paradoxalement, c'est en analysant des énormes données qu'on arrive à personnaliser un traitement sur des données génétiques, sur des habitudes de vie, etc. Et la médecine de la personne, qui est une donnée éthique, finalement, qui est celle du colloque singulier avec un sujet avec lequel on essaye d'avoir une certaine empathie, une discussion. Et donc, il y a, me semble-t-il, une confusion qui est en train de s'établir à ce niveau-là entre une donnée scientifique, finalement, et numérique, et une donnée purement éthique. Personnellement, j'ai tendance à raisonner auprès de mes patients, certes, ce sont des patients qui font partie d'un milieu assez défavorisé, à titre personnel, individuel. Pour moi, chaque patient est un cas clinique. C'est pour une maladie X, il n'y a pas 15 formes cliniques, il y a 100 000 formes cliniques. Et on adapte en fonction du patient. Et j'essaie d'éviter, personnellement, de me plonger dans des statistiques trop importantes à propos de 100 000, 200 ou 300 000 personnes. Donc je reste comme on me l'a appris à la faculté, comme nos maîtres Laporte ou ces gens-là, ou Dardenne, et nous apprenaient la vraie approche clinique. Pour nous, neurologues, on disait approche dite de la salpêtrière. Enfin, ça, je fais un peu mal aux neurologues toulousains. Très bien, merci beaucoup.